commission. L'ordre du jour appelle le débat sur le retrait britannique de l'Union européenne, débat demandé par le groupe Les Républicains. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande a 8 minutes de temps de parole, puis le gouvernement répond pour une durée équivalente, puis les orateurs ont ensuite 2 minutes maximum avec une réponse du gouvernement. J'y reviendrai dans un instant. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, notre collègue Cyril Pellevat, pour le groupe Les Républicains. Il a 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans les mois qui ont suivi son accession au poste de Premier ministre, Theresa May avait pour habitude de répéter sur le ton de l'évidence que le Brexit signifie le Brexit. Or, aujourd'hui, plus de 2 ans et demi après le référendum du 23 juin 2016 et à 70 jours à peine de l'échéance du 29 mars, force est de constater que rares sont ceux à qui cette évidence apparaît encore et qui savent ce que le Brexit signifiera réellement. La seule certitude qui se dessine chaque jour plus clairement est que le Brexit sera tout sauf la marche glorieuse vers la liberté et l'Eldorado que certains ont promis. Il ne fera, au final, quelle que soit la forme qu'il prendra, que des perdants, au Royaume-Uni comme dans le reste de l'Europe. Mais le brouillard qui entoure le processus de retrait demeure et s'est même encore épaissi. Il avait pourtant semblé se dissiper un peu en novembre dernier, avec la conclusion, après 17 mois de laborieuses négociations, d'un accord de retrait et d'une déclaration politique esquissant les grandes lignes des futures relations entre le Royaume-Uni et le continent. Je tiens à cet égard à saluer une nouvelle fois l'action de mon collègue des Pays de Savoie, Michel Barnier, qui a su admirablement maintenir l'unité des 27 tout au long des discussions, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Le texte qu'il a négocié était peut-être imparfait. Comment aurait-il pu d'ailleurs en être autrement face à un gouvernement britannique prisonnier de ses propres contradictions, longtemps incapable d'assumer le fait qu'il lui faudrait bien trancher un jour entre, d'un côté, les exigences des Brexiteurs et de l'autre, la préservation des intérêts économiques du Royaume-Uni et l'absence d'une frontière physique en Irlande. Si certains ont pu juger la position européenne trop inflexible, insuffisamment pragmatique, il n'en reste pas moins que ce projet d'accord était sans doute le meilleur possible au regard de la complexité de la situation et bien sûr de la nécessité de protéger les intérêts de l'Union européenne, au premier rang desquels l'intégrité de son marché unique. Cependant, comme on pouvait malheureusement s'y attendre, en particulier depuis le 10 décembre et le report du meaningful vote, qui n'aura finalement pas eu l'effet escompté, les contradictions britanniques ont ressurgi à la Chambre des communes. Elles ont abouti à un rejet massif de l'accord de retrait, pris sous les feux croisés et, disons-le, des calculs politiques, des hard Brexiters, des soft Brexiters et des remainers de tous bords. Plus que jamais, le processus semble échapper à tous dans un climat politique de plus en plus dégradé. À ce stade, tous les scénarios restent en théorie ouverts, sauf peut-être celui d'élections générales anticipées. Theresa May ayant, en dépit de son échec cuisant, conservé hier soir la confiance de sa majorité. Mais ces marges de manœuvre sont désormais extrêmement réduites, d'autant que les Européens ont à plusieurs reprises, et encore hier par la voix de la Commission, exclu toute renégociation du texte conclu en novembre. Madame la Ministre, pourriez-vous nous indiquer si cette position vous paraît en réalité toujours aussi ferme ? Au regard de la situation actuelle, et malgré la lassitude qui s'installe vis-à-vis de ce feuilleton sans fin, certains États membres pourraient-ils être tentés d'accéder à une demande de renégociation de l'accord de retrait ? Comment, par exemple, interpréter la déclaration d'Angela Merkel, hier, pour qui nous avons encore le temps de négocier ? Cette ouverture s'appliquerait-elle seulement à la déclaration politique sur les relations futures ? En tout état de cause, nous devrions a priori être fixés rapidement sur les intentions britanniques, puisqu'à la suite d'un amendement parlementaire adopté la semaine dernière, Theresa May ne dispose plus de 21 jours, mais de seulement 3 pour présenter sa feuille de route que la Chambre des communes pourra par ailleurs finalement amender. Elle devrait ainsi s'exprimer lundi prochain. Le Parlement britannique, où certains cherchent à reprendre la main sur le processus, pourrait par exemple amener à se prononcer sur différentes options afin de parvenir à dégager enfin une majorité sur la marche à suivre. Quant à l'option d'un second référendum, bien que fermement écartée par Theresa May, et malgré les désaccords profonds sur la ou les questions à poser dans le cadre de cette nouvelle consultation, elle a repris une vigueur certaine et ne peut être exclue. D'autres issues, dont certaines que nous n'anticipons peut-être pas encore, pourraient également se
faire jour. Dans un certain nombre de cas, un report de l'échéance du 29 mars serait vraisemblablement nécessaire. Si un tel cas de figure est bel et bien prévu par l'article 50 du traité, comment le consigner avec la tenue au mois de mai des élections européennes, prévues sans représentation du Royaume-Uni et qui ne sauraient être l'otage des vicissitudes de la vie politique britannique? Mais il reste un dernier scénario que je n'ai pas encore évoqué et qui peut être celui qui a pris le plus de corps avec le rejet de l'accord de retrait. Bien qu'une majorité de députés britanniques affirme s'y opposer, il s'agit bien évidemment du scénario du No Deal, dont le risque, selon les mots de Michel Barnier, n'a jamais paru aussi élevé qu'aujourd'hui. J'ai vu d'ailleurs que le Premier ministre a déclenché le plan lié à un Brexit sans accord. Même s'il est redouté depuis des mois, l'impression qui domine est que personne jusqu'à maintenant n'a semblé vouloir véritablement y croire. L'état de préparation, ou plutôt de non-préparation de nos entreprises, est à ce titre éloquent. Et je ne suis pas non plus convaincu que chacun en Europe, comme au Royaume-Uni, ait tout à fait pris conscience de l'ampleur des implications d'une sortie sans accord, qu'un membre de l'équipe européenne de négociation a récemment qualifié de tectonique. Songeons à un simple exemple, l'accord de retrait prévoyait que le Royaume-Uni s'acquitterait de l'ensemble des obligations financières contractées en tant qu'État membre, ce qui signifie, entre autres, le règlement de sa participation au budget 2019 et 2020 de l'Union européenne. Qu'adviendrait-il en cas de no deal ? Car sans paiement britannique, il faudrait trouver pas moins de 10 milliards d'euros en 2019 pour compenser les sommes non versées par Londres entre mars et décembre, et 12 milliards d'euros de plus pour l'ensemble de l'année 2020. Je n'ai pas le sentiment, Madame la Ministre, que cette éventualité ait été suffisamment étudiée. Mais peut-être pourrez-vous me détromper. Dans l'hypothèse d'une sortie sèche du Royaume-Uni, où aucune période de transition ne trouverait à s'appliquer, c'est presque du jour au lendemain que 45 ans d'acquis communautaires seraient effacés. Plus aucun lien juridique, plus aucun cadre de coopération, autre que ceux prévus par les accords bilatéraux ou multilatéraux, ne relierait dès lors le Royaume-Uni à l'Europe. Le choc d'une telle rupture serait évidemment brutal et ses conséquences seraient aussi innombrables qu'immédiates, même si des mesures de contingence sont en cours de finalisation au Royaume-Uni, au niveau européen et, comme nous le verrons tout à l'heure, au niveau national. Madame la Ministre, pourriez-vous à cet égard nous informer de l'état d'avancement des mesures de préparation proposées par la Commission européenne, mais aussi des éventuels engagements pris par le Royaume-Uni au sujet des droits des citoyens européens en cas de no deal? Ne nous y trompons cependant pas. Ces dispositions ne régleront pas tout et ne remplaceront pas un accord permettant un Brexit aussi ordonné que possible, la construction d'un nouveau partenariat. Et non d'ailleurs pas l'ambition. Ce sont ainsi quasiment tous les aspects de notre relation économique et commerciale avec le Royaume-Uni qui, à plus ou moins brève échéance, seraient touchés. Les perturbations qui en résulteraient feraient peser des risques supplémentaires sur la croissance et sur l'emploi, notamment dans nos territoires qui bordent la Manche et qui se retrouveraient dès lors en première ligne. C'est également tout un pan de notre partenariat en matière sécuritaire et stratégique qui serait mis à bas, alors même que les risques et les menaces planant sur notre continent se font aujourd'hui de plus en plus pressants. Dans un contexte où, après 3 ans de débats et de négociations, tant de liens qui nous unissent encore seraient si brusquement rompus, où les échanges humains que nous entretenons seraient nécessairement réduits, je m'interroge sur la capacité des Européens et des Britanniques à retisser rapidement les fils d'une relation solide et de long terme. Pourtant, celle-ci serait demain toujours aussi essentielle pour faire face ensemble aux défis du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le vice-président Pellevat, vous l'avez dit, avant-hier soir, la Chambre des communes s'est prononcée très largement contre la ratification de l'accord de retrait. C'est une mauvaise nouvelle et nous la regrettons. D'abord parce que cet accord de retrait, que Theresa May a soumis à la ratification, a été négocié pendant près de 2 ans. C'est le seul accord possible, résultat, et vous l'avez dit là aussi, du travail remarquable de notre négociateur européen, Michel Barnier, qui a exploré avec les Britanniques énormément d'options avant d'en arriver à ce texte. Vous le savez, cet accord de retrait, avec la déclaration politique sur les relations futures, avait fait l'objet d'un accord au niveau des négociateurs avant d'être approuvé par les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres réunis à l'occasion d'un sommet extraordinaire le 25 novembre dernier. Conformément aux orientations adoptées par le Conseil européen, article 50, le 29 avril 2017, le texte négocié visait à assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni en fixant les modalités selon lesquelles le Royaume-Uni se sépare de l'Union.
L'objectif principal était de réduire les incertitudes et de limiter les perturbations provoquées par le retrait, en particulier pour les citoyens, les acteurs économiques et l'ensemble des parties prenantes. Les inquiétudes des parlementaires britanniques conservateurs, notamment, portaient principalement sur le mécanisme de backstop, c'est-à-dire le filet de sécurité pour éviter le rétablissement d'une frontière dure entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, si la nature de nos relations futures ne l'empêchait pas. Pour y répondre, les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne avaient, en amont du vote, confirmé à Mme May, conformément aux conclusions du Conseil européen du 13 décembre et aux propos tenus à cette occasion par le président de la République, que le filet de sécurité, s'il était activé, aurait bien vocation à n'être que temporaire, tant qu'il n'aurait pas été remplacé par un accord ultérieur permettant d'éviter une frontière physique. Et que par ailleurs, l'Union était prête à ouvrir aussitôt que possible les négociations pour parvenir à cet accord ultérieur. Cela n'aura de toute évidence pas suffi, et le rejet de l'accord, même si c'est pour des raisons différentes selon les bancs, est plus profond. Mme May ayant remporté le vote sur la motion de censure qui a été organisée hier soir à la Chambre des communes, il lui revient de décider des conséquences qu'elle tire du vote et de préciser ses intentions pour les prochaines étapes. Elle le fera dès le lundi 21 janvier devant la Chambre, après d'intenses consultations parlementaires dans le cadre d'un processus transpartisan. Si elle parvient à des avancées sur le fond, elle reprendra contact avec la partie européenne. Ce n'est évidemment pas à nous, Français, Européens, de dire aux Britanniques ce qu'ils doivent faire. Nous pouvons, et je crois nous devons, leur dire en revanche qu'il leur faut se dépêcher, parce que le 29 mars est dans guère plus de 2 mois, et que le moyen d'obtenir une séparation ordonnée, qui permettrait que dans l'avenir le Royaume-Uni reste proche de l'Union européenne, il est connu, c'est la ratification de l'accord de retrait. La plus grande incertitude pèse aujourd'hui sur les intentions britanniques. Aucune option ne peut être théoriquement exclue, y compris une demande de repousser la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Celle-ci est juridiquement et techniquement possible, à condition qu'il y ait un accord à l'unanimité des 27 États membres de l'Union et que nous soit précisé par le gouvernement britannique, s'il devait le demander, la nature de ce report. Pour combien de temps? Et pour quel type d'accord? Et avec quelle garantie que cette demande recueillerait le soutien d'une majorité des parlementaires britanniques? À quoi servirait sinon un report de quelques semaines ou de quelques mois qui poserait la question délicate et baroque du mode de désignation de députés européens britanniques au Parlement de Strasbourg? Une prolongation aurait cependant du sens, par exemple, pour finaliser la ratification d'un accord de retrait, ou encore si le Royaume-Uni évoquait la possibilité de rester dans l'Union européenne. Notre porte reste bien entendu grande ouverte, mais la vérité oblige à dire qu'à ce stade, il s'agit de politique fiction que rien ne vient conforter de la part du gouvernement britannique. Dans ce contexte délicat, 2 points me semblent importants. Le premier point, je le redis, c'est que le projet d'accord de retrait endossé en novembre est le meilleur et le seul accord possible. Le Conseil européen réuni en format article 50 l'a rappelé le 13 décembre, l'accord ne peut être renégocié sur sa substance. La conséquence de ce premier point, c'est qu'un Brexit sans accord, qui serait coûteux, d'abord et surtout pour le Royaume-Uni, mais aussi dans une moindre mesure pour les États membres, resterait cependant préférable à un mauvais accord qui ne respecterait pas l'intégrité du marché unique ou qui ne fournirait pas le filet de sécurité dont un pays comme l'Irlande a besoin. Le second point, c'est donc que nous devons plus que jamais nous préparer à un retrait sans accord, à la fois au niveau européen et au niveau national. Au niveau européen, les travaux préparatoires à une absence d'accord se sont accélérés à partir du mois de novembre 2018. La Commission a publié 2 communications sur ce sujet, les 13 novembre et 19 décembre, ainsi que 16 propositions de textes législatifs dans différents domaines. Les visas,
l'efficacité énergétique, les services financiers, le transport aérien, le transport routier, les contrôles douaniers, le climat, la coopération régionale sur l'île d'Irlande, les statistiques. Au niveau français, vous le savez, nous avons également accru notre travail de préparation avec le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance que je vous ai présenté en novembre. J'espère qu'il sera tout à l'heure définitivement adopté dans votre hémicycle et qu'il donnera au gouvernement la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour que nous soyons prêts, même en absence d'accord. Nous le serons, et c'est notre responsabilité politique de faire en sorte que les Français qui reviendraient du Royaume-Uni, s'ils le souhaitent, les Britanniques qui vivent en France et qui y sont appréciés, les entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni ou celles qui, installées en France et employant des Français, sont cependant de droit britannique, n'aient pas à subir de trop lourdes conséquences d'une absence d'accord. Mais nous reviendrons sur ces points tout à l'heure. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour le débat que vous avez souhaité organiser. Merci Madame la Ministre.